Bonjour et bienvenue sur les Intrépides de l'Assertif, le nouveau podcast dédié à la certification professionnelle. Chaque mois, OC Connect et 4 associés ouvrent leur micro à des femmes actrices de la certification. Audacieuses, lumineuses et inspirantes, elles nous embarquent dans le voyage de leur vie professionnelle. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, pour ce premier épisode des Intrépides de l'Assertif, on a la joie de recevoir Marie Attard, directrice réseau et partenariat chez Thalys Éducation Group. Avec elle, vous allez voir, le cœur bat plus fort et la divine liberté n'est jamais loin. Bonjour Marie. Bonjour Camille. Vous êtes une intrépide de l'assertif, Marie, parce qu'à 26 ans, la jeune professeure de lettres classique que vous étiez envoie tout valser pour une quête plus grande que vous, votre authenticité. Parce que vous êtes capable de passer d'un monde à l'autre sans vous trahir, ainsi d'Hippocagne, Cagne et des salles de profs, vous portez le costume de délégué médical, puis vous rejoignez le poste d'observation d'assistante de direction du groupe IGS. Parce qu'à cet endroit stratégique, vous êtes la seule à savoir tenir tête avec autant de fermeté que de tendresse à la seule dirigeante femme du groupe IGS, l'indétrônable Micheline Blacher. Bras droit pendant 4 ans, vous lui considérez à ce titre tout lui devoir de votre trajectoire dans le secteur de la formation et de la certification. Vous êtes une intrépide de l'assertif, Marie, parce que vous êtes capable de devenir du jour au lendemain directrice d'une école de coiffure et déboulonner les portes de toilette pour calmer les ardeurs des saboteurs de réussite. Nous y reviendrons. Marie, la liste est trop longue pour dire à quel point vous êtes, à nos yeux, une intrépide, une cap au pas cap, une pas froid aux yeux, une vous allez voir ce que vous allez voir. Mais à ce stade-là de l'épisode de notre podcast, j'ai envie de vous demander en quelques mots, à quel moment de votre vie vous vous êtes sentie la plus intrépide? Mais j'ai envie de dire, quand j'ai accepté mon premier poste de direction au CFA de la coiffure, j'ai accepté ce poste avec une certaine inconscience, voire même une inconscience totale pour de vrai. Mais en tout cas, ça a nourri mon intrépidité, c'est une évidence. Ça m'a permis de voir à quel point je pouvais rebondir en terrain inconnu. Et puis oui, ça a sûrement, cette inconscience, elle vous ouvre un grand désert sur lequel tout est à construire, puisque déjà intérieurement, c'était un grand désert. Où suis-je, qui suis-je, où vais-je et que m'est-il permis d'espérer? Alors, on va y revenir justement. On va continuer de vous découvrir tout au long de cet épisode. Et vous avez mentionné le mot volonté. Je vais y venir. Vous faites ma transition et je vous remercie. Certaines personnes pensent qu'on choisit sa route. D'autres pencheraient plutôt pour l'hypothèse d'un certain déterminisme. Quand on observe votre trajectoire, on remarque que d'une manière ou d'une autre, vous poursuivez quelque chose et vous retombez toujours dans la transmission. J'ai donc envie de vous demander dans quel courant de pensée vous situez-vous? Est-ce que la trajectoire professionnelle est-elle le fruit d'une liberté ou d'un destin caché, Marie? Comme je n'ai pas envie de prendre parti, je vais vous dire les deux. Je pense que j'ai choisi cette route et que cette route m'a choisi. Ça tombe bien, pour une fois, on était deux à être d'accord. Il est probable que toutes mes actions par rapport à ma façon d'être, cet amour de transmettre, de toujours expliquer, qui fait que ça ne me rend pas toujours très synthétique, était prédisposé à ce monde. Et ce monde, il s'est débrouillé pour toujours se présenter à moi. Donc voilà, je ne crois pas à la fatalité dans le sens ou déterminisme, dans le sens où je suis obligée, mais je crois profondément à l'acceptation de quelque chose qui se présente devant vous. Faut-il encore avoir les yeux ouverts? Quand on pense à la naissance, on parle spontanément de celle que nous a donnée nos parents. Pourtant, il en existe plusieurs tout au long de la vie. Il en existe une notamment, c'est la naissance professionnelle. Et vous, Marie, à quel moment êtes-vous réellement née professionnellement selon vous? Alors aujourd'hui, je peux vous le dire, mais il y a quelques années, je ne vous aurais pas donné cette date. C'est la rétrospective qui me fait dire qu'en fait, je suis née quand j'ai été enseignante. Donc c'est un métier que j'ai quitté en toute conscience et sans regret. Mais c'est là que j'ai compris que ce qui m'animait, ce qui me faisait vibrer en tout premier, c'était les élèves. Alors après, on les appelle apprentis, élèves, stagiaires,
apprenants, c'est un terme horrible, mais ça permet de rentrer tous les statuts. Ils m'ont fait vibrer quand j'étais professeur. Je ne les ai pas quittés, j'ai quitté l'enseignement, c'est pas tout à fait pareil, j'ai quitté l'environnement et surtout, je l'ai quitté à un âge où je ne me sentais pas capable d'assumer autant de responsabilités. J'étais vraiment extrêmement jeune, j'avais Vous aviez 22 ans, 22 ans? donc Oui. mais oui, donc c'était pour moi une grosse responsabilité, mais en fait, si j'ai eu conscience de cette responsabilité, c'est probablement que les jeunes comptaient, enfin c'est même sûr, comptaient déjà à mes yeux. Elle est là, ma naissance. Mais je suis née, bon après tout, on crie quand on respire le premier bol d'air, hein. Donc voilà, j'ai pris mon premier bol d'air et j'ai crié non, pas tout de suite. OK. Et si on file cette métaphore, quand est-ce que vous avez atteint votre majorité? D'ailleurs, est-ce que vous l'avez atteint? Non, je l'atteindrai jamais, je fréquente trop les étudiants. Je fréquente trop les élèves pour être majeure. Mais on va dire, quand est-ce que j'ai assumé, allez, quand même, malgré tout, cette majorité. Je crois que le CFA de coiffure a été le tournant de tout. Le tournant de Mmh. tout. Parce que ce qui semblait cumuler toutes les difficultés aux yeux de l'extérieur c'était la société, je récupérais entre guillemets, c'est pas un joli mot, des jeunes gens refusés de partout à l'époque. Aujourd'hui on leur court après, mais à l'époque on n'en voulait pas. Aux yeux de mes proches qui me disaient mais comment tu t'en sors, ça doit être horrible. Et en fait moi je nageais dans le bonheur, donc j'ai compris que j'étais là où je devais être. Et vous allez nous en dire un petit peu plus dans quelques instants, parce que pour la préparation de ce premier épisode des Intrépides de l'Assertif, vous avez accepté de vous livrer à un exercice narratif. Vous avez séquencé, à la manière d'une fiction, votre vie professionnelle en 4 grands moments. Si vous l'acceptez, Marie, je vous propose de donner un mot-clé lié à l'émotion qui vous lie à ce moment, puis que vous donniez une phrase conseil pour ceux et celles qui pourraient se retrouver à ce même endroit de vie. C'est OK pour vous? Je vais Oui. essayer, pardonnez-moi, j'ai vraiment un chat dans la OK. gorge. Voilà, je vous écoute. Alors, premier moment de vie, ma recherche ou comment être utile. Que dois-je faire pour être utile dans ce monde? Je précise que c'est vous qui avez donné les titres, hein, donc je recommence. Ma recherche ou comment être utile. Que dois-je faire pour être utile dans ce monde? Et vous situez cette période à partir de votre bac en 1982 jusqu'en 1990. Quelle est l'émotion liée à ce grand moment et quelle est la phrase conseil que vous auriez à donner à quelqu'un qui traverse cette phase? Alors la phrase, c'était probablement la plus grande peur que j'avais. Si tu es là, tu dois servir à quelque chose, donc qu'est-ce que tu dois faire? Et j'étais plutôt dans l'idée de Médecins sans frontières. Et puis, quel conseil je donnerais? Je dirais qu'en fait, on est utile à partir du moment où on partage avec les autres ses passions. On est utile. On est utile avec le client ou la cliente qu'on reçoit quand on est dans l'artisanat. On est utile avec ses élèves quand on y met son cœur. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours raison, mais même en ayant tort, on est utile. Euh, on est utile dans le partage en fait, et donc Médecins sans frontières, heureusement qu'il y en a, mais cette utilité, je n'avais pas conscience de cette infinie possibilité de la mettre en œuvre. Donc le conseil, c'est, je dirais, vous posez pas de questions. Si vous faites quelque chose que vous aimez et que vous le partagez, vous serez utile. Même si vous ne le cherchez pas, vous serez utile. La générosité rend utile, en fait. Le deuxième moment de votre vie, c'est la découverte de ce que vous appelez votre aquarium, comme un poisson dans l'eau avec tous les jeunes et l'amour de transmettre. Mais, dites-vous, mon aquarium est trop petit. Votre moment est de 1990 à 2001. Mais c'est quoi cette émotion qui est liée à ce moment? Et c'est quoi le conseil que vous donneriez? Alors l'aquarium, c'est lié à cette expression à l'aise comme un poisson dans l'eau. Donc dès que je me suis retrouvée dans ce monde de la formation, je me suis sentie heureuse comme un poisson dans l'eau. Parce que je me retrouvais, il faut se remettre dans les années 90, dans un environnement de formation que je découvrais, où je bénéficiais d'une liberté que je n'avais pas connue quand j'étais professeur. Il n'y a pas de critique à travers ça, il y a juste que je suivais un programme qui était dicté, structuré, et donc
Même là, je pouvais être libre dans ma pédagogie, mais je pouvais pas concevoir, transformer, bousculer. Quand j'ai découvert le monde de la formation, j'ai découvert cette liberté. En plus, à une époque où la réglementation n'était pas aussi lourde qu'aujourd'hui. Et du coup, on pouvait, par rapport à un besoin de l'emploi, créer une formation, travailler avec des institutions. Je me souviens des premières formations pour les personnes en recherche d'emploi. On pouvait créer le contenu, le contenant, la façon de faire. Enfin, c'était une vraie liberté. Donc c'est là où je parle je me suis sentie à l'aise avec les apprenants, à l'aise dans la conception. J'ai découvert que j'étais à l'aise avec les entreprises, moi qui avais étudié que les lettres, que j'adorais écouter un contrôleur de gestion me parler de son métier, comme un vendeur, comme, je veux dire, tous les métiers de l'entreprise, une assistante, métier que j'avais eu. Et du coup, je me suis sentie bien en me disant, mais en fait, il suffit de créer, comme quoi on peut créer et être, enfin, faire de l'art ailleurs que dans l'art tel qu'on y pense d'habitude. Donc ça, c'était heureuse comme un poisson, à l'aise comme un poisson dans l'eau. L'aquarium était limité, alors ça va expliquer un petit peu ce que j'ai fait, enfin mon évolution inconsciente, professionnelle. C'était une évolution qui se présentait à moi et que je saisissais des responsabilités, des postes un peu mieux placés pour allier cette liberté en cassant un petit peu l'aquarium. Mmh. Oui, vous avez cassé l'aquarium et justement vous parlez de liberté créative pour ce troisième moment. Vous dites: «Ma liberté créative, comment faire aimer l'école à ceux qui en sont exclus?» Ça, c'est de 2001 à 2010 ce moment. C'est quoi l'émotion qui est liée à cette découverte de liberté créative? Mais j'avais des complices, hein, c'était les élèves. Encore une fois, dans un environnement où ce public, ben, tout le monde n'en voulait pas, eh bien justement, on m'embêtait pas. On pouvait faire ce qu'on voulait puisque moi je les voulais. Donc comme je les voulais, eh ben, nous avons en toute complicité transformé les cours de français, de maths. Enfin, je veux dire, on n'a plus du tout eu d'appellation scolaire et on a fait des mises en situation. Alors, vous imaginez une mise en situation pour un CAP, pour un BP, et je ne parle pas de mise en situation professionnelle, hein. Je vous parle de mise en situation pour apprendre ben, les codes de la vie, on va dire, et puis en essayant aussi de préserver cette liberté, puisque moi j'étais attachée à la mienne, donc je voulais que ces jeunes comprennent qu'ils en avaient une. Or, quand je les accueillais en tout début, ils étaient prisonniers, c'est étrange, hein, prisonniers d'un système qui ne voulait pas d'eux. C'est intéressant, mais c'était bien ça. Donc il fallait que je leur montre que je voulais d'eux, mais qu'ils n'étaient pas prisonniers. Et ça a été 10 ans de bonheur, bon, d'énergie démesurée, mais de bonheur, clairement. 10 ans de bonheur, il y a eu quand même un épisode, si ça vous embête pas, on va juste s'arrêter dessus parce que je l'ai mentionné dans votre introduction, vous avez déboulonné des portes quand vous êtes arrivé. Ça, c'est assez intrépide. Vous avez gagné votre légitimité dans cette école. Vous leur avez dit, OK, je viens peut-être d'un endroit dont vous avez une certaine image, mais moi, je déboulonne les portes, quoi. Alors là aussi, hein, comme quoi on fait des choses des fois, l'inconscience m'a beaucoup guidée. En fait, quand je suis arrivée dans ce CFA, il est arrivé, j'ai envie de dire, une histoire d'entreprise. Le directeur a été remercié et pas en grande douceur. Du coup, les jeunes qui sont très loyaux, en fait, hein, se sont dit, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Elle est responsable. Alors moi, je ne savais pas du tout, j'avais atterri. Et j'ai été malmenée. Ça s'appelle, je sais pas, la guerre du feu. En coiffure, c'est plutôt la guerre de l'eau. Donc j'avais régulièrement des inondations parce que ces élèves taquins bouchaient les canalisations. L'eau allait rencontrer les fils électriques. Enfin, j'étais assez désemparée. Et je vous rappelle qu'en plus, c'était mon premier poste de direction, donc désemparée à tout point de vue. Et dans ce cas-là, j'ai envie de dire, il y a que à la fois le système D, le bon sens probablement. J'ai dit, bon, ils sont en train de m'énerver, de m'agacer et de me pourrir la vie. Ben, c'est pas grave, je vais pourrir la leur. En plus, ils avaient écrit des trucs pas sympas sur les murs à mon encontre. Donc, du coup, je me suis dit, comme les toilettes, ça sert à tout, aux inondations et aux graffitis, mais absolument pas à, j'ai envie de dire, au premier objectif des toilettes. J'ai donc déboulonné les portes, effectivement, dégondé les portes avec l'aide de mon équipe. On a retiré toutes les portes. C'était très théâtral, probablement. Alors, j'avais fait du théâtre, je pense que ça m'a servi. Parce que je voulais qu'ils le voient. J'ai eu le droit à une explication avec les employeurs, avec les parents. Je leur ai dit, écoutez, c'est soit ils arrêtent de faire pipi, soit ils mettent le feu à l'établissement,
j'ai choisi mon camp. Et alors, je tiens à dire qu'il leur restait 2 toilettes pour 600 jeunes, puisque c'était 1200 par tranche de 600, au rez-de-chaussée. Donc, je me suis dit qu'au moins, ils iraient pour la bonne cause et ils en sortiraient vite, vu la queue derrière. Et puis, je les ai réunis par tranche de 250 dans un amphi pour, à nouveau de façon théâtrale, leur exprimer ma colère en leur disant il n'y a pas que vous qui m'embêtez, moi je peux vous embêter encore plus, en leur expliquant bien évidemment que ceux qui avaient envie d'apprendre le métier étaient probablement les plus discrets. Et puis je ne peux pas répéter dans ce podcast, j'ai repris les mots assez colorés qu'il y avait écrit sur les murs à mon encontre et en leur disant que quand j'étais enfermée dans mon bureau, parfois je travaillais. Et ça a eu un effet. Je me souviens que des années après, j'avais été arrêtée dans la rue par d'anciennes élèves qui m'avaient dit vous êtes encore là, Madame Attard, parce que le coup des toilettes, on en parle encore. Mais l'air de rien, c'était incroyable parce que les locaux ont été, à partir de ce moment-là, respectés comme je n'osais même pas l'espérer. Ça a été probablement aussi l'acte qui m'a permis de comprendre comment je pouvais tout simplement communiquer avec eux, tout simplement. Le quatrième moment de votre vie, c'est votre liberté choisie. Finalement, vous y êtes maintenant. Vous dites, et moi dans tout ça, je sais ce que j'aime, je sais ce que je veux. C'est de 2010 à aujourd'hui. Alors, ce moment de vie, en un mot, émotion, et en une phrase, conseil, ça donne quoi? Ça donne aujourd'hui, je veux la liberté de choisir. Alors c'est paradoxal puisque juste avant, je lisais un article sur le contrat senior, un mot qui existe, mais que je déteste absolument. Et, euh, et aujourd'hui, ma liberté choisie, c'est de continuer à faire ce que j'aime, en évoluant, mais c'est pas une question hiérarchique, en évoluant, en disant, je suis à un moment où ce que je fais aujourd'hui, c'est de transmettre ce que j'ai appris et de continuer à apprendre des personnes à qui je suis censée accompagner, à qui je suis censée transmettre, dans un environnement et un cadre avec les valeurs que j'ai choisies. On en parle beaucoup. Il faut toujours rester fidèle à ses valeurs. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé. Mais alors, si en plus, je peux décider d'aller là où je sais qu'on les partage, ça ne veut pas dire que c'est un long fleuve tranquille, ça veut dire simplement qu'on est au bon endroit. Ben oui, là, j'ai choisi d'exercer ma liberté en étant libre de choisir où je vais l'exercer. Vous imaginez ce luxe? Je l'ai trouvé auprès de Yves Kint, président du groupe Thalys. Ici, je me sens à ma place parce que je sais qu'on est tous dans la formation pour de vrai. Je sais qu'on est sincèrement au cœur de notre métier et que nous n'avons de cesse de penser à l'avenir de nos certifiés. C'est un luxe certes, c'est un luxe que vous avez gagné, que vous avez obtenu à force d'avancer et à force justement, on va avancer là-dessus avec les témoignages de vos proches, que ce soit personnels ou professionnels, qui ont dit beaucoup de choses sur vous et notamment une chose intéressante qui est liée à la justice et l'authenticité. Qu'est-ce que ça vous renvoie quand vous savez que c'est... Alors, je précise qu'il y a eu beaucoup de qualificatifs qui ont été donnés, l'intégrité, le goût de transmettre, que vous êtes une bosseuse, que vous êtes engagée, on a parlé de loyauté, d'adaptabilité, d'empathie, d'intelligence. Il y a quand même ces deux notions qui sont revenues de façon presque comme des échos qui reviennent, et il y a cette notion de justice et cette notion d'authenticité. La justice, c'est dans tous les sens du terme, mais aussi le premier. J'ai horreur de l'injustice. Et la première injustice que je ne supporte pas, c'est l'inégalité des chances. Chaque jeune, on parle des jeunes, j'ai aussi travaillé avec des adultes, mais chacun d'entre nous, peu importe le chemin, peu importe il est plus court, il est plus long, c'est pas grave les différences. Mais l'égalité, elle n'étouffe pas les différences. Et c'est vrai que je me suis toujours battue dans chacun de mes postes pour que chaque jeune, d'où qu'il vienne, de quel que soit son milieu, son origine, son âge, son sexe, etc., il ait le même droit. Et le même droit à l'authenticité. Et l'authenticité, c'est aussi de dire des choses désagréables. Ça n'est pas dire que des choses agréables.
Le seul point commun, c'est de les dire avec respect. Mais si on respecte l'autre, j'ai envie de dire, on lui doit la vérité du moment qu'elle est utile. Hein. Je veux dire, on va pas faire de philosophie, mais une vérité qui sert à rien, on est obligé de la partager. J'explique ça à mes enfants. Mais par contre, voilà, une vérité qui fait grandir, oui, bien sûr, ça s'explique. Alors justement, votre lucidité et votre authenticité, on va les demander. On va demander qu'elles s'activent dans cette dernière partie de l'interview parce qu'étant donné votre amour inconditionnel pour la Grèce antique, ses penseurs, sa mythologie, il était irrésistible pour les intrépides de l'assertif de vous proposer à la manière d'un portrait chinois, un portrait Grèce antique de l'assertif. Vous êtes partant ? Oh, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Quelques questions, de l'authenticité et tout ira bien. Si le secteur de la certification avait un dieu grec, ça serait qui? Tiens, c'est rigolo ça. Okay, hein. Ouais, ce serait la déesse de la guerre, Athéna. Ah oui? Pourquoi? Parce que j'ai beau vous parler en toute sincérité du bonheur que j'ai eu à suivre cette route, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et la passion, elle se bâtit pas sur la sérénité, hein, elle se bâtit sur ses propres incertitudes, va-t-on dire, ses propres ombres. Si la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 avait été pensée par un philosophe grec, ce serait qui? Je vais vous répondre une banalité. Alors, je dirais Socrate à travers Platon. On passe notre vie à... Enfin, moi, j'ai passé ma vie à enfoncer des portes ouvertes. Hein, mais bon, on voit pas toujours que les portes sont ouvertes. Et c'est vrai que la liberté de choisir son avenir professionnel, c'est normalement un système qui devrait provoquer chez l'autre, ceux qui doivent bénéficier de cette loi, qui doit provoquer le choix. Donc c'est le principe de la maïotique. Enfin, on vous dit que vous avez la liberté de choisir votre avenir professionnel tout au long de votre vie. Oui, mais faut-il nous donner les moyens d'aider tout le monde à choisir? Il y a un boulot à faire avant ça. Hein. La loi ne suffit à choisir, à s'accoucher de soi-même et à naître professionnellement en toute liberté. Et sans choisir à sa place. Et là, on n'est peut-être pas rendu. Ouais. Hein. Je vais pas être critique, mais on n'est peut-être pas rendu. Vous faites ma transition. Cela sera la dernière question de ce questionnaire un peu spécial Grèce antique de l'assertif. Si le futur de la certification devait ressembler au destin d'un personnage de la Grèce antique, quel serait-il selon votre espoir et quel serait-il selon votre crainte? Désolée pour cette petite interro surprise. On va voir comment vous allez vous en sortir, Marie. Alors, j'avoue, j'ai l'image de la crainte. Ok. C'est celle d'Icare. Mais c'est bien, on commence par la crainte, puis après on finit par l'espoir, c'est mieux de commencer par là. Donc Icare, si le futur de la certification devait ressembler à un destin d'un personnage, selon votre crainte, ça serait celui d'Icare. Vous pouvez juste en quelques mots, rapidement, parce qu'on a bientôt fini cette émission, nous redire un peu le destin d'Icare? Et pourquoi, du coup, vous pensez à Icare spécialement? Oui. Il s'est brûlé les ailes. Tous les mots sont beaux. Je ne suis pas contre les règles. On peut être libre dans un cadre. On peut être libre avec des règles. Ça, de toute façon, quand on est dans la formation, on apprend ça. Maintenant, des fois, les règles, elles détournent de l'objectif. C'est ça un peu ma crainte. C'est-à-dire que à vouloir ce qu'on voit en ce moment avec la qualité, les réglementations, la finance, les contrôles, et tout ça est indispensable. Je ne le remets pas en cause. Mais on n'en a jamais eu autant qu'en ce moment. Du coup, d'abord, j'ai envie de dire concrètement, sur le terrain, on passe beaucoup de temps à gérer cet aspect réglementaire, au détriment, vous vous doutez bien, de la liberté de s'occuper des personnes, et notamment des jeunes. La deuxième, c'est à vouloir tout encadrer, on formate, et j'ai envie de dire 3 points de suspension avec les risques du formatage. Moi, je veux bien la formation. C'est quoi le lien avec Icare, du coup? Eh ben, c'est qu'à vouloir le meilleur, on finisse par obtenir le pire.
À force de vouloir se rapprocher du soleil, on finit par se brûler les ailes et de tomber. La société Alors, aussi doit apprendre à faire confiance, hein. La loi aussi doit apprendre à faire confiance. Je suis très idéaliste, mais j'ai dans peur ces cas-là, voilà, le de finir. contraire, ça serait quoi? Le destin d'un personnage de la Grèce antique qu'on souhaite au futur de la certification. Bon, la Grèce antique était quand même plutôt réputée pour ses tragédies. Hein. Pour ces tragédies, c'est exactement ce que j'allais dire. Oui, mais il y en a bien. Il y a bien des épisodes qui se terminent bien, ou en tout cas qui forgent une expérience, des leçons de vie dont on se sort plus fort. Je ne vais pas vous répondre sur un destin, je vais vous répondre sur une notion. C'est que la Grèce, elle parlait d'unité. Plus qu'un destin, c'est une aventure. Les mathématiciens, je crois que je vous l'ai dit quand on a échangé, étaient philosophes, artistes peintres, étaient poètes, pouvaient écrire des poèmes sur l'amour et nous sortir des théorèmes. Et c'est cette unité de la Grèce, c'est cette unité qu'il faudrait trouver dans ce métier de l'assertif. Cette unité, arrêter de tout mettre dans des cases. C'est ça qu'on devrait prendre. Donc c'est plus qu'un destin, c'est une vision des choses. Prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur et trouver l'unité avec peut-être on repartirait encore pour 1 heure, je pense, d'échange. Peut-être que la modularité qu'on essaye d'atteindre, la souplesse des trajectoires professionnelles qu'on essaie de donner, peut-être qu'on y arrivera. En tout cas, c'est ce que tout le monde essaye de faire en appliquant et les règles et en essayant d'y mettre chacun son intelligence. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez au futur de la certification. Unité et prendre de la hauteur. Voilà, c'est ce qu'on souhaite au futur de la certification. C'est ce qu'on vous souhaite. Marie Attard aussi, même si de toute manière, vous venez de nous prouver que vous savez prendre de la hauteur. Vous nous avez emmenés, je vous en remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À bientôt, Marie, intrépide de l'assertif. Merci beaucoup, Camille. À très bientôt.